Nous ne connaissons de nous que les mêmes choses, flatteuses ou douloureuses, vers lesquelles nous revenons inlassablement. Nous croyons réfléchir, mais nous ne faisons souvent qu'écouter le murmure confus de notre âme, qui nous égare parfois, sur les chemins de la violence ou de la complaisance envers nous. Drôle de rapport que ce lien à nous-mêmes, adoration puis détestation, calme affiché face aux autres et inquiétude fébrile face à nous. Comment ne se juger que pour s'aider et non pour se violenter ou se punir? Comment vivre simplement en amitié avec soi-même? Comment trouver le juste équilibre entre exigence et bienveillance qui caractérise justement une relation amicale? En s'acceptant, même imparfait. S'accepter pour se changer et évoluer, pour naître enfin à soi-même. Chapitre 9. Pratique de l'acceptation de soi. Quand on ne trouve pas son repos en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. La Rochefoucauld. Aude est une femme intelligente. Hier, une de ses amies l'a invitée à déjeuner avec une autre amie qu'elle ne connaissait pas. Dès le début du repas, Aude s'est sentie mal. Cette troisième personne, manifestement très cultivée, s'est mise à leur parler d'expositions de peinture et à évoquer des artistes dont Aude ne savait pas grand-chose. C'était sur un ton qui voulait dire « Évidemment, tout le monde connaît ça, n'est-ce pas ?» Et comme moi je ne connaissais pas, j'ai commencé à me sentir mal. Aude n'a pas profité du repas. Impressionnée dès le début, elle a d'abord été inquiète. Comment cacher que je n'y connais rien? Puis agacée, marre de cette prétentieuse qui nous gâche leur pas. Et enfin attristée. Dans l'après-midi et la soirée qui ont suivi, elle a réalisé à quel point elle s'était placée sur la défensive et s'était crispée, à quel point ce genre de réflexe empoisonnait régulièrement sa vie. Lorsque nous avons abordé cela lors de notre séance de psychothérapie, elle a été étonnée que je lui demande pourquoi elle n'avait pas simplement accepté l'évidence que cette personne en savait plus qu'elle sur ses peintures. Qu'elle, Aude, avait parfaitement le droit de ne pas les connaître, et qu'en acceptant cela, elle aurait passé un meilleur repas et une meilleure journée. Arthur est un jeune garçon très susceptible. Tatillon est dépourvu d'humour, précise-t-il, avec humour justement, car il se sent en sécurité durant les consultations. Lorsqu'on me fait des blagues ou des reproches, je me crispe. Par exemple, pendant les vacances avec des amis, s'ils me reprochent d'être radin ou maniaque, ce que je suis un peu en fait, il m'est impossible de le prendre en rigolant ou calmement et de leur dire « Bah ouais les amis, je suis comme ça, désolé de vous faire souffrir avec mes névroses ». Ce genre de réponse, ça ne me vient que 10 jours après. Et encore, c'est depuis qu'on a commencé la thérapie. Avant, ça ne me venait même pas à l'esprit. Je m'énervais contre mes amis et je faisais la gueule pendant quelques heures. Maintenant, j'ai compris que la meilleure façon de réagir, c'est d'accepter qu'ils aient le droit de me dire des trucs comme ça, même si, sur le moment, ça me semble exagéré ou injuste. Plus je me crispe, plus je refuse que cela me soit dit, plus je transforme une parole anodine en problème grave. J'ai fini par voir enfin que le plus important, ce n'est pas chercher à rectifier ce que l'on me dit, mais de l'accepter pour ne pas me sentir remis en question par ça. En faisant de la sorte, je me suis aperçu de plus que je me défends beaucoup mieux ensuite, lorsque j'en éprouve le besoin, ce qui devient de plus en plus rare. Je ne crois pas qu'on me critique moins aujourd'hui, mais ces critiques me marquent moins qu'avant. Du coup, je les oublie et j'ai l'impression qu'il y en a moins, donc je suis plus détendu, etc. C'est un cercle vertueux exactement opposé au cercle vicieux d'avant. Louis ne sait pas perdre au tennis. Chaque fois qu'il joue mal ou qu'un adversaire le fait mal jouer, il se crispe au-delà du raisonnable. Il a déjà cassé de nombreuses raquettes et insulté, ou eu envie d'insulter, nombre de partenaires, d'arbitres et de spectateurs. Et souvent, il s'est demandé pourquoi il continuait à pratiquer ce sport, tant il en arrivait à se mettre dans des états d'énervement épouvantables. Cette manière de faire dégrade non seulement son plaisir de jouer,
mais aussi ses performances en compétition. Lorsque je le lui fais remarquer, il me répond qu'il lui semble tout de même que c'est une bonne façon de se motiver. En réalité, non. Louis n'accepte pas de rater un coup ou une série de coups. Et il en va de même dans bien d'autres domaines de sa vie. Il est ce qu'on appelle un battant, toujours sous pression. En réalité, l'estime de soi de Louis est très dépendante de ses performances, sportives, universitaires, sentimentales. C'est-à-dire qu'elle est très fragile. Nous allons devoir travailler sur l'acceptation de soi. Tant qu'il n'acceptera pas de mal jouer, il jouera mal, et même de plus en plus mal, surtout les jours où il commencera à rater ses premières balles. Son hypermotivation va s'avérer à double tranchant. Elle l'entraînera parfois vers le haut, lorsque les choses s'enclencheront correctement, mais elle le tirera aussi souvent vers le bas lorsqu'il y aura des ratés. Dans tous les cas, succès ou échec, le prix à payer en matière de stress sera très élevé, comme toujours chez les sujets à haute estime de soi fragile. Le but, c'est que Louis arrive à se dire sincèrement « Mal joué, mon vieux, reste calme, ça arrive. Ce n'est pas de rater un coup le problème, c'est de s'énerver parce qu'on a raté un coup. Là, on double la dose de problème. » À ce moment-là, il aura résolu son problème. L'acceptation de soi n'est pas seulement un concept. C'est une manière d'être qu'on ne peut donc acquérir qu'au travers d'une pratique répétée. L'objet de ce chapitre est de vous aider à mettre en place l'acceptation de soi dans votre quotidien, dans toutes les petites situations où peuvent se nicher les problèmes d'estime de soi. Les objets de ce travail d'acceptation, ce sont nos émotions, nos pensées, nos comportements, déclenchés par ces situations. Dans tous ces moments, nous verrons comment l'acceptation de soi facilite d'abord la tranquillité de l'esprit, puis l'estime de soi. Les douleurs de l'estime de soi sont souvent liées à la non-acceptation de soi. Il est fréquent que les problèmes d'estime de soi correspondent à des pensées ou à des émotions du refus de soi. Lorsqu'on se dit, ou plutôt lorsqu'on s'entend dire « je n'y arriverai jamais », ce n'est pas seulement cette pensée qui nous fait souffrir. C'est l'onde de choc de cette dernière, le fait qu'après elle en arrive une autre. Je n'y arriverai jamais, et j'en ai marre d'être comme ça. Je suis trop nul, je me déteste. C'est pas vrai, pas possible. Et les émotions associées, colère, honte, tristesse, etc. Que fait-on face à la douleur de ces réactions automatiques? En général, il y a deux réactions spontanées. Tenter de chasser ses pensées, de les écarter de son esprit, ou s'y abandonner et les ruminer. Ce sont les deux stratégies qu'on retrouve le plus souvent dans les études sur ce phénomène. On sait que tenter de chasser les pensées en se disant « n'y pense plus » ou en se distrayant n'est efficace qu'à court terme. Il existe parfois un effet rebond des pensées ainsi écartées, surtout chez les personnes à mauvaise estime de soi. Chez les autres, la distraction fonctionne. Les pensées réprimées ressurgissent ensuite avec force. Mais même sans effet rebond, ce type de fonctionnement mental, tenter de supprimer les pensées gênantes, provoque un inconfort émotionnel notable. Les ruminations, elles, se définissent par la répétition de pensées ou d'images sombres, centrées sur des aspects négatifs de soi ou du monde. Les ruminations sur soi-même sont très fréquentes lors des problèmes d'estime de soi. Elles occupent souvent une importante place d'arrière-fond dans l'activité mentale des personnes concernées. Après avoir vécu un événement qui déstabilise leur estime de soi, elles continuent d'agir ou de discuter, mais un petit moulin à rumination s'est mis en marche et fonctionne en sourdine. De temps en temps, elles en prennent conscience, mais le plus souvent non. Et cela perturbe leur façon d'être et de penser. C'est à ces instants que doit se situer le travail d'acceptation de soi. Au moment précis où émergent à la conscience ces pensées dites automatiques et intrusives par les psychothérapeutes, dans des situations menaçant l'estime de soi. Les situations à risque
pour la non-acceptation de soi. Ce sont toutes les situations où l'on se trouve confronté à ses limites, du fait d'un échec ou d'une difficulté à atteindre un objectif que l'on s'était fixé, ou bien par suite d'une comparaison avec d'autres qui nous paraissent meilleurs, du fait aussi d'une remarque, d'une critique, d'une moquerie, même bénigne ou amicale. Quelques exemples. Échouer en perdant à un jeu, en n'arrivant pas à faire facilement un travail, une recette de cuisine, un bricolage, en ne trouvant pas facilement son chemin en voiture. On ne s'accepte pas aussi stupide, on s'énerve contre soi, on pense que l'on est stupide parce qu'on a eu, d'après soi, un comportement stupide. Dans les conversations avec des personnes que nous pensons plus quelque chose que nous, plus intelligentes, plus diplômées, plus cultivées, plus raffinées, plus importantes. Nous imaginons n'avoir le droit de parler que si nous avons des choses nouvelles, drôles, originales à dire. Du coup, nous préférons souvent nous taire, pour ne pas risquer de révéler nos lacunes ou nos platitudes. Mais nous nous en voulons. Nous ne nous acceptons pas. Lorsqu'on nous questionne et que nous voudrions à tout prix avoir la bonne réponse, si ce n'est pas le cas, nous pouvons nous sentir vexés, humiliés, rabaissés, incompétents. Nous n'acceptons pas de nous trouver pris en flagrant délit d'ignorance. Sous le regard des autres, si nous pensons que nous devrions parfaitement savoir danser, plonger, nager, goûter les vins, conduire, jouer au bridge, au golf, etc., non seulement nous ne le ferons pas, ce qui est notre droit, mais nous serons mal à l'aise de ne pas le faire, ce qui est absurde. Se faire critiquer, chambrer. Certaines personnes ont ainsi une peur bleue d'être l'objet de plaisanteries. Dans les soirées où je suis invité, je repère tout de suite les grandes gueules, et je fais tout pour ne rien avoir à faire avec. Ne pas m'en approcher, ne pas les regarder, ne pas leur parler, ne pas m'asseoir à côté d'elles. Il nous semble qu'il faudrait n'avoir ou ne montrer aucun point faible qui puisse attirer les remarques, ou bien avoir suffisamment de repartie ou d'autorité pour les dissuader ou leur riposter. Dans toutes ces situations, pourquoi ne nous donnons-nous pas le droit de dire tout simplement « Je ne sais pas, je n'y connais rien, désolé, je n'y arrive pas, je n'ai rien compris ». C'est vrai, ce comportement est parfois un peu absurde ou ridicule. Pourquoi ne nous acceptons-nous pas? On ne s'accepte pas parce que l'on est persuadé qu'il y a un danger à le faire. Danger envers soi. S'accepter, c'est se laisser aller. Ou danger pouvant venir des autres. S'accepter, dans ce que l'on a de vulnérable et de fragile, c'est s'exposer à la critique, au jugement et au rejet. Ce faisant, on aggrave la situation. Ne pas s'accepter est un évitement. Et comme tous les évitements, il préserve la conviction que l'on se serait mis en danger en se dévoilant, notamment en admettant ou en dévoilant ses limites et ses vulnérabilités.